Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'interface du module développement de Lightroom. Après avoir vu quelques vidéos sur le développement d'images, il est grand temps de voir l'interface du module correspondant. En effet, de nombreuses options sont disponibles afin de vous permettre de traiter vos photos de façon plus efficace. Étant donné le nombre élevé de fonctions disponibles, nous ne verrons que celles qui sont utiles au développement. Regardons donc ensemble à quoi ressemble cette interface. Rassurez-vous, si vous n'avez pas la même vue de l'interface que moi, je vous expliquerai dans quelques secondes comment faire. Décrivons d'abord les éléments présents. Tout en haut se trouve la barre de menu. En dessous de la barre de menu se trouve le sélecteur de modules. À gauche et à droite se trouvent les panneaux latéraux du module développement. Tout en bas se trouve le panneau film fixe. La zone du milieu, autrement dit la fenêtre principale, affiche l'image que vous avez choisi de développer. Et enfin, sous cette image se trouve la barre d'outils. Alors pour rappel, la barre de menu, le sélecteur de modules, les panneaux latéraux gauche et droit, le film fixe, la fenêtre principale et la barre d'outils complètent l'interface. Si votre interface n'est pas identique à la mienne, voici comment faire. Allez dans le menu Fenêtre, Mode d'affichage et sélectionnez Plein écran avec barre de menu. Si certains panneaux ne sont pas présents, utilisez le raccourci clavier majuscule Tab 2 fois pour les afficher. L'affichage des panneaux est aussi disponible via le menu Fenêtre, Panneaux, et vous voyez là tous les panneaux Lightroom disponibles ainsi que le raccourci clavier. Les deux panneaux latéraux et les deux panneaux horizontaux se trouvent en bas du menu avec le raccourci clavier F5 à F8. La barre d'outils est disponible via le raccourci clavier T ou via le menu Affichage, afficher la barre d'outils. À présent, voyons ce qui peut nous être utile dans chacun des éléments de l'interface. Dans le menu, la principale fonction utile pour nos développements est la fonction Exporter qui se trouve dans le menu Fichier. La prochaine vidéo y sera consacrée et donc je n'en parlerai pas ici. Il serait trop long et fastidieux de décrire tous les menus ainsi que leurs sous-menus. Nous les verrons au fur et à mesure lors des différentes vidéos. Passons au panneau Sélecteur de modules. Il vous permet entre autres de naviguer facilement dans les différents modules et d'afficher votre plaque d'identité. Rien d'utile ici pour développer nos photos. Passons au panneau latéral gauche. Notez tout d'abord que vous pouvez l'agrandir. Il suffit de cliquer sur l'arête droite et d'étirer la zone. Ce panneau contient d'office le panneau Navigation et 4 autres panneaux optionnels. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone du panneau gauche et cochez les panneaux optionnels manquants. Remarquez que personnellement, je coche aussi le mode solo qui permet de n'ouvrir qu'un seul panneau optionnel à la fois. À vous de tester selon vos préférences. Vous pouvez donc ouvrir ou fermer les différents panneaux à l'aide du triangle. Remarquez que comme j'ai coché le mode solo, un seul panneau optionnel s'ouvre à la fois. Dès que je clique sur un autre panneau optionnel, celui qui était ouvert se referme. Le premier panneau Navigation est très utile. Voici ce qu'il nous permet. Lorsque vous cliquez à l'intérieur de l'image, vous effectuez un zoom. La partie de l'image visible dans la zone de travail est représentée par le petit rectangle de la zone Navigation. Vous pouvez ensuite facilement vous déplacer dans l'image en cliquant dans la zone Navigation ou en déplaçant le rectangle par cliquer-glisser. Le bouton Adapter sort du mode Zoom et adapte votre image à la taille de votre espace de travail. Le bouton Remplir remplit toute la zone de travail avec votre image
Il y a donc des parties non visibles, comme vous le voyez ici. La partie visible est représentée par le rectangle dans l'image navigation. Comme vous le savez certainement, vous pouvez aussi zoomer votre image en cliquant directement sur celle-ci dans la zone de travail. Et vous déplacer dans l'image par cliquer-glisser. Par défaut, vous effectuez un zoom à 100%. Le panneau de navigation vous permet de facilement déterminer le niveau de zoom lorsque vous cliquez dans la fenêtre du panneau de navigation ou dans votre espace de travail. Si vous cliquez sur le bouton A1, votre zoom sera de 100%. Dans ce mode, chaque pixel représente un point de votre image. À côté de ce bouton, une liste déroulante vous permet de choisir le niveau de zoom. De 1 à 11.1 pour les zooms variant entre 200 et 1100%, ou au contraire, entre 1,5 et 1/16 pour des zooms variant entre la moitié de votre image et 1/16 de celle-ci. Lorsque vous fixez une valeur à l'aide de cette échelle, vous adaptez le niveau de zoom par défaut à cette échelle. Si je clique par exemple sur 4,1, un zoom de 400%, tous mes zooms futurs seront de 400%. Regardez, je repasse sur Adapter, et lorsque je reclique, mon zoom est de 400%. Si j'effectue le zoom à partir de la fenêtre de travail, il sera aussi de 400%. Pour revenir à un zoom classique de 100%, cliquez simplement sur le bouton A1. Le réglage par défaut du zoom est maintenant défini à 100%. La fenêtre de navigation vous permet aussi de prévisualiser l'effet qui sera appliqué, comme par exemple lorsque vous voulez définir une balance des blancs, ou que vous choisissez des paramètres prédéfinis comme nous le verrons dans quelques secondes. Vous pouvez aussi prévisualiser les photos présentes dans le film fixe simplement en les survolant à l'aide de votre souris. Passons au panneau paramètres prédéfinis. Lorsque vous développez ce panneau, vous voyez toute une série de catégories comprenant elles-mêmes toute une série de réglages prédéfinis. Il s'agit simplement de valeurs de paramètres de développement sauvegardées et que vous pouvez appliquer à vos images. Lorsque vous passez la souris sur ces réglages prédéfinis, vous pouvez voir dans le panneau navigation une prévisualisation de l'effet qui sera appliqué. Survolons quelques catégories pour voir ce que l'on trouve. Vous voyez ici différents effets de filtre. Ensuite des paramètres généraux Lightroom, des paramètres noir et blanc, et encore d'autres paramètres de colorimétrie. Dès que vous cliquez sur un des paramètres, votre image se voit appliquer les paramètres d'image. Regardons par exemple ce que fait le paramètre angle arrondi blanc. Il modifie certains paramètres du panneau effet. Regardez, je vais développer le panneau effet sur ma droite et appliquer ce réglage prédéfini. Les paramètres du panneau effet ont été modifiés afin de créer ces angles arrondis blancs. À présent, je vais ouvrir le panneau réglage de base et je vais choisir le paramètre prédéfini ancien qui se trouve dans noir et blanc de Lightroom. Vous pouvez voir la prévisualisation de ce réglage dans le panneau de navigation et lorsque je clique dessus, comme vous le voyez, des paramètres sont appliqués notamment au réglage de base. Notez que certains paramètres réinitialisent votre image comme vous le voyez ici. J'ai appliqué ancien après avoir fait angle arrondi blanc et vous voyez que les angles arrondis ont disparu. Si par contre je choisis maintenant angle arrondi blanc, mon réglage ancien est toujours présent. À vous de tester ces différents réglages prédéfinis ainsi que la façon dont ils agissent sur les curseurs du panneau droit du module développement. Vous pouvez bien sûr utiliser ces paramètres prédéfinis pour traiter vos images. Vous pouvez même appliquer ces paramètres prédéfinis directement lors de l'importation de vos images. Mais le mieux est que vous pouvez créer vos propres paramètres prédéfinis et les organiser dans des catégories. Je vais d'abord fermer les différentes catégories et réinitialiser mon image. J'effectue un réglage qui augmente la clarté de 15, la vibrance de 10 et la saturation de 5. Je clique sur le bouton plus à côté de mes réglages prédéfinis et une fenêtre s'ouvre avec les options disponibles. La première chose que l'on me demande est de donner un nom à mon réglage. Ici, je vais le nommer Présence C15V10S5.
Ensuite, on me demande où je vais le sauvegarder. Par défaut dans Paramètres utilisateurs, je laisse comme cela pour l'instant. Enfin, on me demande les paramètres que je vais appliquer à l'image. Ici, je vais décocher la correction de l'objectif, je vais supprimer le réglage des couleurs et je vais cocher la clarté. Je clique sur Créer et maintenant j'ai un nouveau réglage qui se trouve dans Paramètres définis par l'utilisateur. Je vais réinitialiser mon image et je peux appliquer ces nouveaux paramètres. Comme vous le voyez, les réglages que j'ai sauvegardés dans mon paramètre prédéfini personnalisé sont directement appliqués à l'image. Si vous souhaitez créer beaucoup de réglages, je vous conseille de les organiser. Si je reprends cet exemple, lors de la création, je peux définir un nouveau dossier dans lequel sera placé mon réglage. Je vais prendre un titre similaire, présence C15V10S5, je clique sur la liste déroulante et je choisis Nouveau dossier. Je vais nommer ce dossier Réglage présence. Je clique ensuite sur Créer. Je vérifie que ce qui m'intéresse est coché. C'est bien le cas. Et je clique ensuite sur Créer. J'ai maintenant dans mes réglages prédéfinis un nouveau dossier Réglage présence avec mon réglage personnalisé. Je peux créer d'autres réglages présence et ensuite les placer dans mon dossier. Vous pouvez ainsi vous créer une collection de réglages personnalisés. Notez enfin que vous pouvez exporter ces réglages pour, par exemple, les partager. Voyons à présent le panneau historique et le panneau instantané. L'historique est très utile. Il enregistre absolument toutes les modifications que vous effectuez de façon chronologique, les plus anciennes étant en bas de la liste. Lorsque vous passez la souris sur les différentes étapes de l'historique, vous voyez directement l'aperçu du résultat dans la fenêtre de navigation. Il vous suffit de cliquer pour revenir à cette étape de votre développement. Et vous pouvez ainsi revenir sur tous vos réglages. L'historique est conservé par Lightroom même si vous fermez le programme. C'est un gros point positif. À tout moment, vous pouvez, si vous le souhaitez, vider l'historique. Pour cela, cliquez sur la croix pour tout effacer. Votre historique est à présent vidé. Afin que vous compreniez mieux, je vais réinitialiser mon image et effectuer quelques traitements rapides. Je vais d'abord m'occuper de la correction de l'objectif, supprimer l'aberration chromatique et choisir mon profil de correction. Un objectif Tamron, 17-55, c'est bien celui-là. Ensuite, je m'occupe de recadrer et redresser mon image. Je valide par terminer une fois que cela me convient et je vais effectuer quelques réglages de base. Augmenter l'exposition, récupérer les hautes lumières, récupérer un peu les ombres, définir le point blanc et le point noir. Je vais augmenter un petit peu la clarté, la vibrance et la saturation. Comme vous le voyez, mon historique s'est rempli de toutes les opérations que je viens d'effectuer. Et à tout moment, je peux revenir en arrière. Le panneau instantané, lui, me permet de sauvegarder des réglages à un instant donné. Disons que les réglages ici me conviennent, et je peux alors facilement créer un instantané en cliquant sur le petit plus ici, créer un instantané. Par défaut, le nom et la date et l'heure à laquelle vous créez votre instantané. Pour ma part, je vais le renommer instantané 1. À présent, si je continue à modifier mes réglages, et que cela ne me plaît pas, à tout moment, je peux revenir sur mon instantané. Je peux ainsi créer différents instantanés lors de mon traitement afin d'immortaliser mes réglages aux instants que je choisis. Dans cette vidéo, nous n'aborderons pas le panneau collection ni les boutons copier-coller. Le panneau Film Fix affiche les images présentes dans le dossier sélectionné de votre bibliothèque. Il vous permet de facilement naviguer entre vos différentes images à l'aide de la glissière ou encore de la roulette de votre souris. Un aperçu de l'image est disponible dans la fenêtre du panneau de navigation lorsque vous survolez vos images. Pour sélectionner une image, cliquez simplement sur sa vignette. Nous n'aborderons pas plus en détail ce panneau dans cette vidéo. La barre d'outils vous permet d'accéder facilement à diverses fonctions. Vous pouvez choisir ce que vous désirez voir affiché en cliquant sur la flèche et en sélectionnant ce qui vous convient. Ici, je vais tout cocher afin de passer en revue les diverses fonctionnalités. Tout d'abord, vous avez ici la vue de référence. Nous ne l'aborderons pas dans cette vidéo. Ici, vous avez le mode avant-après. Vous cliquez, vous avez un aperçu avant le traitement et après le traitement. Vous pouvez modifier la disposition en recliquant sur l'icône.
Vous voyez alors les différents types de modes d'affichage avant-après. Ici, vous repassez en mode plein écran. Ensuite, différents marqueurs, des drapeaux, des étoiles, des couleurs. Ceci vous permet de taguer vos images afin de les retrouver plus facilement. Les flèches ici vous permettent de passer à l'image suivante ou à l'image précédente. Ici, vous pouvez lancer un diaporama, ici le zoom, ici l'affichage de la grille, et ici l'épreuvage écran que nous ne verrons pas ici non plus. À vous de cocher ce qui vous semble utile. Notez enfin que la barre d'outils s'adapte suivant l'outil Lightroom que vous utilisez, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos. Si je fais ici un recadrage, voyez que la barre d'outils est différente. Si je prends un filtre radial, c'est la même chose. La barre d'outils s'adapte. Le panneau latéral droit contient, lui, tous les différents panneaux qui permettent de développer notre image. Nous en avons déjà expliqué quelques-uns et nous continuerons à le faire dans la série de vidéos Développer vos fichiers RAW. Voilà qui termine le tour de cette interface module développement. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.